Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième podcast du Club Paname. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je tenais à remercier tous ceux qui ont écouté le premier podcast, bien entendu jusqu'à la fin. C'était quand même une heure à nous écouter, moi, Drayas et Basto. Et pour toutes vos remarques sur Twitter et sur YouTube, ça me fait très plaisir. Donc on est reparti aujourd'hui avec la même équipe. Donc Basto, salut. Bonjour à tous. Drayas. Bonjour tout le monde. Olivier M, salut. Salut à tous. Olivier qui nous rejoint du Maroc, bien entendu. Aujourd'hui avec vous, on va commencer par débattre un petit peu du match de ce week-end. Vendredi soir, le PSG a affronté Metz et s'est imposé 5-1 chez eux. Donc on va faire un petit tour global de table pour savoir ce que vous en avez pensé. Basto, Drayas, Olivier, on va commencer par Drayas, tiens. Non, par notre invité, Olivier. Olivier, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? J'en ai pensé beaucoup de bien. J'ai trouvé une attaque, notamment un trio sur lequel on se posait beaucoup de questions et que j'ai trouvé très complémentaire, très efficace, malgré très peu d'entraînement entre eux. On a eu un échange répété entre nos deux vedettes qui a été critiqué un peu bêtement par l'équipe, alors que on était très heureux de voir qu'enfin nos attaquants pouvaient échanger entre eux. Et puis Cavani a trouvé sa place en étant ce qu'on attend, c'est-à-dire quelqu'un capable de conclure les actions. Donc vraiment, c'est un match qui est très encourageant pour l'avenir en ce qui concerne l'attaque, même s'il n'a pas résolu toutes les questions qu'on peut se poser sur le milieu de terrain. Moi j'allais justement rebondir sur le milieu et effectivement ça n'a pas répondu à toutes les questions, mais c'est la première fois qu'on voyait quand même une organisation type 4-2-3-1 sans déséquilibre. La saison passée ça avait été testé par Emery à quelques reprises et on voyait des énormes déséquilibres au milieu et ça n'a pas été le cas contre Metz. Alors après bien sûr Metz reste beaucoup derrière. Mais tout de même, on a vu une prestation du milieu que j'ai trouvé relativement convaincante. Et moi, pour rebondir sur le match, je vais rajouter aussi, j'ai apprécié énormément tout le pressing et la récupération du ballon immédiate, notamment du duo du milieu, Mota et Rabiot, qui ont été excellents dans ce domaine. Et ensuite, on a eu enfin nos 4 offensifs qu'on demandait déjà la semaine dernière, justement, dans ce podcast. Bon, Draxler a eu du mal, on a un peu perdu peut-être à droite. Quand il était au centre dans les 30 dernières minutes, il a été un peu mieux. Mais par rapport au trio, un peu de différence. Et il y a eu le premier match on en parlera aussi dans le top flop peut-être, le premier match de Yuri qui a été plutôt intéressant. Après, ça va être dur de le placer. Yuri, il va falloir en parler parce que ça va être dur de le placer dans le top 3 parce qu'il y a des joueurs qui vont être au-dessus et pourtant il y a à dire sur son match, quoi. Et avec ballon aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on continue à avoir de plus en plus de la possession verticale. C'est peut-être aussi l'arrivée de Neymar qui fait ça, mais il y a un jeu de plus en plus vertical. Nickel. Moi, je tenais à ajouter quand même que le match, on est quand même à égalité, on est 1-1. Et là survient le carton rouge sur Mbappé, donc il y a eu un petit débat de savoir s'il y avait carton rouge ou pas. Pour moi c'était un peu sévère, mais c'est vrai que c'est assez dommage. J'aurais voulu voir où ce match allait si on continuait à 11 contre 11. C'est vraiment une question parce qu'à 10 contre 11 les mecs ils sont fatigués, donc c'est sûr qu'on allait les défoncer. Donc j'aurais voulu voir à 11 contre 11 comment ce match aurait fini, même si je pense qu'on aurait quand même fini par l'emporter, mais pas sur un score aussi large. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que si. Je crois que si, en fait. Je crois que la fatigue des Messins était au-delà du fait de jouer à 10 au niveau de leur capacité à faire des efforts, au niveau de leur capacité à résister. Tu vois, à la limite, le fait de jouer à 10, ça leur enlève une arme de contre-attaque. Mais est-ce qu'ils auraient vraiment pu faire des contre-attaques? Pour moi, le tournant, puisque le carton rouge, ça a été la bourde d'Aerola qui n'a pas été punie. Qui, elle, aurait pu vraiment changer les choses. Mais je suis pas sûr que à partir, parce que le rouge il intervient, c'est quoi, c'est la 56e 55e je crois. Ouais, 55-56. Je suis pas sûr que à 11 joueurs ils auraient pu faire beaucoup plus les Messins en fin de match parce qu'ils ont quand même énormément couru toute la première mi-temps, quoi.
Moi, je suis un peu... En ce qui concerne, oui, en ce qui concerne le carton rouge, moi, je voudrais dire qu'il me semble tout à fait justifié. Ouais, je suis Il y a d'accord. une époque où la FIFA avait donné comme consigne aux arbitres de punir systématiquement d'un carton rouge des tacles par derrière dangereux. Si jamais Mbappé a son pied fixé sur la pelouse, il lui casse la cheville. Allez, moi, Donc, même plus, on je peut- pense. Même plus, la saison, elle est terminée, quoi. Il y a les ligaments qui prennent, je pense. Et on ne peut pas accepter. Les arbitres sont là essentiellement pour préserver l'intégrité physique des joueurs. Et moi, je ne reprocherai jamais à un arbitre peut-être d'avoir un peu accentué la sanction parce que ces sanctions, ces gestes-là doivent disparaître des terrains de football. Et si on laisse ces choses-là continuer en chipotant sur un carton rouge, ça, eh bien, on ne réglera jamais la question. Ce qu'on aurait pu se poser, c'est effectivement qu'il n'a pas appliqué la même sanction sur Kimpembe qui a fait un geste du même genre au cours Ouais, du match. alors- Mais l'accuser d'avoir été trop sévère, moi je ne retiens pas cette... Ouais, qui cette prend accusation. même pas de carton jaune. Voilà, d'ailleurs, pour moi, Kim, c'est un jaune foncé, alors que pour Asu Ekoto, enfin, pour moi, on est plus proche du rouge pour Asu Ekoto que pour Kimpembe. mais... quand Kimpembe, même. il coince quand même le genou entre ses deux jambes, donc ça peut Ouais, tourner. ouais, enfin, voilà, Tu mets pardon, aussi c'est- en danger l'intégrité Ouais. du joueur. Donc ça. Et pour revenir à ce que tu disais, Jérém, je pense pas... Jimmy, pardon. Je pense pas que le rouge change non plus globalement le match, parce que c'est plus qu'on est plus efficace à 10 contre 11, parce que les occasions, on les a. On les a à 11, il y a l'occasion de Draxler, il y a un poteau de Cavani, il y en a plein, quoi. Et ça change pas grand-chose, c'est juste une efficacité. Et pareil, Metz n'avait pas non plus d'occasion à 11 contre 11, on leur offre plus ou moins le but, on leur offre leur deuxième occasion avec l'erreur d'Areola. Oui, c'est vrai. Mais je pense que le match était intéressant. C'est vrai, je pense qu'on aurait quand même, comme vous le dites, qu'on aurait fini par gagner. Et moi, sur le carton rouge, je me rappelle même pas de l'action de Kimpembe. Je me rappelle d'un tacle un peu autoritaire, mais il a pris un carton jaune sur cette action. Non, Kimpembe, non, sur son tacle. il a juste eu faute, il a rien pris, et c'était clairement au moins un jaune, ça c'est sûr. Ok, moi ça m'a pas choqué. C'est pour ça quand on a parlé d'une action de Kimpembe, ça m'avait un peu marqué parce que ça me semblait un peu sévère. Mais ouais, c'est à 0-0 vers la 15e cette action. 15-20, mais ouais, c'est en début de match. D'accord. C'est un joueur qui est très, très efficace au duel, mais qui a tendance à être un petit peu impétueux et qui joue beaucoup sur son physique. Et je crois que là, il va falloir qu'il fasse très attention. Parce que en Ligue des Champions, on sait que les arbitrages sont beaucoup plus sévères, et notamment sur cette protection de l'intégrité des joueurs. Et là, il risquera un petit peu plus. Sinon, sur les effets du carton rouge, moi je crois que le PSG, et ça c'est depuis quelques années comme ça, notamment contre les Bus, c'est pas un puncher. C'est pas une équipe, peut-être ça va changer avec les nouveaux attaquants, c'est pas une équipe qui gagne par KO. C'est une équipe qui gagne par usure. Souvent la première mi-temps est un peu poussive. Les équipes d'en face sont arc-boutées en défense, ils font des très très gros efforts de pressing, et puis à partir de l'heure de jeu, ils finissent par lâcher petit à petit au point de vue concentration et force physique, et c'est souvent là où le PSG finit le travail. Donc on sentait quand même que sur ce match où les Messins n'avaient strictement aucune action dangereuse à part une ou deux contre-attaques, ça allait finir par payer. Oui, je suis d'accord avec cette analyse pleine de sagesse d'Olivier. Alors, sans vouloir retirer la sagesse d'Olivier que j'estime très grande, je te trouve un chouïa dur sur les premières périodes, notamment depuis le début de la saison, où on constate qu'on a beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus de verticalité, beaucoup plus de combinaisons. On cherche moins cette espèce de circuit de systématiquement passer par les ailes. On a beaucoup plus d'attaques qui sont directes. Et il y a quand même une évolution qui est notable d'ailleurs, pour moi dès janvier en fait, mais qui est encore plus vraie aujourd'hui avec ça par contre tu le soulignais avec l'apport de Neymar, quel joueur, et de Mbappé récemment qui apporte vraiment ces dimensions-là, qui appuie sur cette dimension-là, d'être capable de forcer par l'axe, d'être capable d'y aller et de ne pas attendre que l'adversaire se soit épuisé en fait. Et je vais rajouter une petite chose, c'est qu'on a moins tendance à ronronner quand on prend l'avantage. On regarde plus vers le but adverse, on essaie de mettre le deuxième. Il y a eu, à part contre Toulouse, quand on mène 2-1, où on ronronne pendant 20-25 minutes avant l'expulsion de Verratti, mais sinon on a beaucoup moins tendance cette saison. C'est vrai, mais même la saison dernière, par rapport
Depuis que Verratti ne joue pas, puisqu'il a été expulsé et qu'il a pris 3 matchs, on ne joue plus avec le milieu ronronnant. On a joué le match précédent avec Pastore à la place de Verratti, et là on a joué quasiment en 4-2-4 avec Rabiot et Thiago Motta et 4 attaquants devant. Et donc c'est plus du tout les mêmes circuits, et il y a effectivement on lâche la balle beaucoup plus vite que la passe à 10 qui avait tendance à organiser Motta avec ses 2 acolytes. Donc ça aussi, je crois que c'est un élément à prendre en compte. Je ne sais pas si cette organisation va perdurer, mais en tout cas, elle va dans le sens d'une plus grande disponibilité des ballons vers l'avant. Oui, mais de toute façon, je pense que même la saison dernière, on voyait qu'on avait moins tendance à ronronner. Je me rappelle même d'une interview de Thiago Silva qui disait que comparé à Blanc, Emery vraiment inculquait comment dire, ce fait de vouloir tuer le match, c'est-à-dire de pas ronronner à partir de 1-0, même si on le voit pas tout le temps vu qu'on a un peu des divas au club. Je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus flagrant par rapport aux années blancs où c'était un peu. Jimmy, on en parlera dans le deuxième sujet peut-être, parce que là on va finir sur PSG Metz. Ouais, pas de souci. Du coup, je pense qu'on a tout dit un petit peu sur le match. On va faire un petit tour de table. On va commencer par Basto. Tiens, Basto, donne-moi tes 3 joueurs top, tes 3 joueurs flop du Metz PSG de vendredi soir. J'ai un peu du mal à faire un top 3 flop, top 3 top. Je vais plutôt faire un ensemble de joueurs que j'ai aimés. Bon, bah, déjà, il y a l'entente Neymar-Mbappé. Je crois qu'on a tous vu Neymar, même si dans le premier quart d'heure, il est un poil moins bon, il fait toujours des ouvertures délicieuses. Il crée 10 ou 11 occasions. Il est disponible sur 3 buts encore. Mbappé a eu tendance au début à un peu trop en faire, à vouloir un peu trop se montrer, mais on a vu qu'il combinait bien, et puis derrière il a joué beaucoup plus simple. Et le milieu aussi, Motta, Rabiot excellent, et la très bonne performance de Yuri pour son premier match, surtout offensivement, assez intelligent dans ses choix, dans ses centres en première intention, c'est pas sans retrait. Et dans les flops, Areola, je pense qu'on sera tous d'accord, pas grand chose à faire, et il est étrange, souvent malheureusement, et c'est quasiment le top flop, le seul flop. Peut-être Cavani. Cavani, c'est pas un flop Cavani, mais dans certaines remises, on sent, dans les remises de jeu, on sent qu'il est en dessous un peu techniquement de tous ses coéquipiers. Et je te laisserai parler de Marquinhos, Marias. Non, c'est vrai, je ne mettrai ni en top ni en flop. Mais laissons Jimmy reprendre la main pour qu'il donne la parole à qui il veut. Ouais, on va aller du côté d'Olivier. Olivier, tes 3 tops, 3 flops. Mes 3 tops, il y en a 2 qui sont pour moi jumelés. C'est l'entente entre nos 2 attaquants, entre nos 2 nouveaux attaquants, Mbappé et Neymar. C'était un point d'interrogation. Et d'emblée, dès les premières secondes, pour des joueurs qui n'ont pratiquement jamais joué ensemble, on a senti qu'ils jouaient le même football, qu'ils avaient la même envie de tenter. Et il va falloir s'attendre à beaucoup de déchets avec ces joueurs-là. Mais c'est pas grave quand on voit la balance extrêmement positive. Olivier, à la fin. Olivier, est-ce que je peux juste me permettre, ne pas oublier que l'entente Neymar-Mbappé, c'est un scoop du Luc, était quelque chose prévu donc par Nike. C'était pas du tout dû à la qualité des joueurs, c'était prévu par Nike, donc c'était un coup marketing, ne pas oublier la qualité de cette analyse de ce membre du journal L'Équipe. Je te laisse tes références, mais je préfère garder celles que j'ai vues sur le terrain. Et moi, j'ai pris du plaisir à voir ces joueurs, comme ça faisait très longtemps que j'avais pris du plaisir comme ça devant la fraîcheur, l'intelligence, le goût du risque, la qualité technique. Enfin, pour moi, ça a été vraiment absolument exceptionnel. Et le deuxième top, qui est un top un peu de surprise, c'est la révélation de Berchiche. Moi, je la qualifie comme ça. C'est un joueur qui est rentré subrepticement au club, à qui on n'a même pas fait l'honneur d'une présentation, dont on annonçait que c'était un joueur très frustre et qui était là simplement pour boucher les trous. Et j'ai trouvé qu'il a eu beaucoup d'autorité, qu'il a réussi enfin quelques centres, ce qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison sur nos autres arrières latéraux. Il a été surtout très très bon en début de match. Ensuite, il a un peu faibli, il a eu des crampes à la fin, ce qui montre bien l'investissement qu'il a eu, mais encore une forme un peu précaire. Et pour moi, en dehors d'Areola, le gros flop, c'est Draxler. Oui. Draxler a été totalement inexistant dans ce match et condamne pour moi l'organisation à 4 devant. On sent qu'il n'a aucune complicité technique avec ces joueurs-là, qui d'ailleurs n'ont jamais cherché à jouer avec lui. Et à sa décharge, c'est pas un joueur qui doit jouer du côté droit, manifestement.
mais il y a une grosse interrogation sur son temps de jeu, parce que c'est bouché dans l'axe, c'est bouché sur le côté gauche. Je ne sais pas où Draxler va pouvoir trouver sa place dans cette équipe, mais pour moi, ça a été vraiment une très grosse déception. C'est évidemment un oubli de ma part, Draxler. Hein. Ouais, ok. Bah, merci Olivier. On va passer à Draias, tes trois flops. Bah, ça va être dur de se différencier. Et je vais juste dire Mbappé, ouais, comme Basto, les 10 premières minutes, il essayait un petit peu trop de faire du Olivier Tom, mais dès qu'il a simplifié son jeu, il est devenu assez magique. Neymar, que dire, pendant 20 minutes, il ratait ses gris-gris, ça l'a pas empêché enfin, il n'était pas forcément bien placé, ça l'a pas empêché de délivrer 2 sublimes passes. Quel joueur, il est phénoménal, Neymar. Et ouais, enfin moi si je devais mettre un troisième top, ça serait Mota, qui a été un monstrueux sur ce match, je trouvais, aussi bien en tant que premier relanceur, dans la couverture de l'espace, dans ses interventions, il a fait des récupérations. J'ai pas les chiffres devant moi, mais je suis sûr qu'il a fait plus de récupérations qu'il a l'habitude d'en faire. Très très intelligent dans ses choix. J'ai vraiment aimé la prestation de Mota. Elle suffit pas pour me rassurer sur un Mota quand le niveau de l'adversité s'élèvera et que le pressing deviendra plus intense. Mais quand même, j'attendais pas un Mota aussi propre que ça et aussi bon que ça. Il m'a vraiment surpris, quoi. Pour les flops, Erolas a été nommé, Draxler. Alors Draxler, par rapport à ce qui a été dit, j'ai envie d'insister sur le fait qu'il jouait sur le côté droit et que dès la deuxième, il a commencé à plus se recentrer, voire une fois que Lucas était rentré, il était beaucoup plus au centre, et à ce moment-là, il est devenu bien plus visible. Parce que sa première mi-temps, c'est effarant à quel point il a été transparent, quoi. Et je pense vraiment qu'il est pas apte à jouer au côté droit. Et ça, c'est d'une manière générale, c'est une remarque qu'on peut faire sur notre effectif, une préoccupation qu'on peut avoir par rapport à notre effectif, avec vraiment un nombre de joueurs qui ont pour côté préférentiel le côté gauche, qui est bien supérieur à ceux qui ont pour côté préférentiel le côté droit. On parle par exemple des fois de vouloir faire partir Di Maria, mais pour moi, compte tenu de l'équilibre de l'effectif, de notre capacité justement à pouvoir jouer sur les deux ailes, voir partir Di Maria à l'heure actuelle sans remplacement, ce serait un drame en dépit de tous les joueurs qu'on a, parce qu'on a trop de mecs qui préfèrent le côté gauche. Et sinon, si je devais dire un troisième flop, ça serait dur à trouver, hein. Ça serait... Tu n'es pas obligé. Ouais, pour moi, il n'y a pas de troisième flop. Je peux rebondir sur une remarque de Draias sur Draxler. Je t'autorise. Parce que tu es gentil. Il parle effectivement du préférentiel gauche, mais rien n'obligeait à ne pas permuter. Mbappé des fois était sur le côté droit, Draxler n'était pas pour autant présent dans l'axe pour aller se montrer. Ouais, mais il était perdu, il arrivait pas à trouver sa place. Peut-être, mais avec un jeu d'autant de permutations, rien. Je réponds entièrement. Il arrivait pas à trouver sa place. Quand un joueur arrive pas à trouver sa place, arrive pas à ce moment-là, il a du mal à savoir comment être utile et il a du mal à se positionner par rapport aux autres et les permutations deviennent plus complexes. Il faut pas non plus oublier que c'est un joueur qui mentalement a peut-être pris un petit coup, les rumeurs de départ, de machin, il se retrouve à un poste dans lequel il a pas ses repères, c'est pas si simple, on peut pas... Mais dans ce cas, Mbappé, il n'était pas non plus à son poste de prédilection et pourtant a fait un match excellent. C'est une chose, si Mbappé était à son poste de prédilection. Et il est gauche ? Non, il était dans l'axe. Il était plus Neymar à gauche. Il était central. Mais si tu veux, c'est une chose que de savoir permuter, c'en est une autre que de commencer un poste dans lequel tu n'as pas tes repères. C'est différent pour moi. Ok. Et bien donc. Ce qui peut être inquiétant pour Draxler, c'est effectivement cette timidité. C'est un joueur qui veut s'imposer. C'est un joueur qui a dit qu'il s'imposerait. On a fait toute une démonstration qui était ambidex. Il était capable de jouer de tous les côtés. Cette année, il va pas pouvoir être difficile. Il n'a pas de place dans l'axe et il n'a pas de place sur le côté gauche. Donc, ou il est capable d'apporter quelque chose à droite, ou il va être condamné au banc et, à mon avis, au départ au mois de janvier. Et moi, c'est ce manque de prendre sa chance qui m'a choqué par rapport à Draxler. Moi, j'attendais à ce qu'il bouffe, à ce qu'il trouve sa place. Les deux autres, ils prennent une place énorme sur le terrain. C'est sûr que... Et puis, on sent qu'ils se cherchent en permanence. Donc, ça va être très difficile de s'imposer.
Mais s'il se fait pas violence et s'il n'est pas capable de se tailler une place sur le côté droit, il est foutu. Tu as raison, tu as raison. Ouais. La sévérité et sagesse d'Olivier, encore une fois. Alors, pour moi, ça va être, je vais faire de manière rapide, top Mbappé. Juste comme ça, pour vous dire un petit peu, c'est que dans 5 ans, Mbappé, il aura seulement 23 ans, donc à 18 ans, c'est quand même un super grand talent, et je pense qu'on peut avoir un attaquant, s'il reste toute sa carrière au PSG, pour plus de 10 ans, ce qui est exceptionnel. Neymar, qui, je trouve, a bien fait de quitter Barcelone, qui prend un peu le rôle qu'a Messi, du coup au FC Barcelone, qui le prend ce rôle chez nous. Je pense que ça lui va très bien. Il voulait son but, on voit qu'il cherchait un petit peu, il tente une frappe hors de la surface, ça rentre, c'était magnifique, très bon match de Neymar. Je rajoute aussi en top Berchi, je pense comme vous, j'attendais vraiment de le voir en titulaire, et je trouve qu'il a rien à envier à Kurzawa. Et je pense que s'il continue comme ça, il peut prendre la place de numéro 1 sans souci. Je le trouve plus technique, moins stéréotypé. Kurzawa, il fait toujours la même chose. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose de très bien, Berchiche. Je peux faire un tout petit ajout sur Berchiche. Oui. C'est juste, en fait, moi j'ai remarqué, alors que du positif, sauf un élément, c'est que défensivement il est placé là où il doit être, mais il est trop loin de son vis-à-vis. Et ça s'est reproduit notamment 2 fois où c'est passé par son côté, où il est facile à 3 mètres de l'ailier messin. Et l'ailier messin a tout le temps qui désire pour faire un centre. Et en revoyant le match avec Basto, il me disait Meunier fait pareil, mais non, c'est pas vrai, Meunier fait pas pareil, parce que Meunier a une distance raisonnable de son vis-à-vis pour pas se faire prendre de vitesse, mais il bloque quand même les angles de passe. Et Berchiche ne bloquait pas encore les angles de passe. Mais bon, c'est un détail au regard de sa prestation qui était plus que rassurante par rapport à celle de laquelle on était habitué avec Kurzawa. Ouais, puis je suis pas sûr que Kurzawa fasse beaucoup mieux. Ah oui, non, on est d'accord. C'était juste Berchiche par rapport à ce qui pourrait, là où il pourrait encore s'enflammer. Nickel. On est à 22 minutes. Ouais, attends, je finis juste. Petit flop quand même, laisse finir. Pardon. Pour mes petits flops, Areola forcément. Je trouve que ce gardien est catastrophique. J'espère qu'on verra Trapp en Ligue des Champions. Trapp qui pour moi est supérieur aussi bien sur le plan physique que dans le football. Donc pour moi Trapp doit être titulaire au moins en Ligue des Champions, parce que j'imagine même pas Areola face à un Lewandowski ou un Robben, encore pire. Deuxième flop, Draxler. Je pense comme vous, j'ai été très déçu, un peu à la manière de Pastore. Il y a un match qui est avant la table, je crois, où il est titulaire et on attendait beaucoup, et finalement il n'a pas su saisir sa chance. Donc j'espère que ces deux-là vont réussir à nous montrer ce qu'ils savent faire. Et troisième flop, je vais mettre Hatem Ben Arfa, parce que j'ai pas d'autres flops j'ai pas d'autres flops, et Hatem Ben Arfa commence à me casser les bonbons par rapport à ses sorties. Donc juste pour parler très vite de Hatem Ben Arfa, ferme-la, quitte le club. Ce mec est arrivé, il a fait beaucoup plus de mal que de bien. Il n'a pas fait de bien, donc il n'a fait que du mal au club. Donc tais-toi, casse-toi en Turquie, va manger des kebabs, et merci. Et que son entourage aussi la ferme, parce que c'est aussi le gros problème. Oui, son avocat, son maître nageur, je sais pas qui va nous présenter ensuite, mais on en a marre. Ok, donc on peut conclure sur ce match-là. Donc on a tout dit. Le PSG prend la tête du championnat devant l'AS Monaco en attendant les résultats des matchs de ce soir, mais on aura 3 points d'avance quoi qu'il arrive. Je t'avais dit de... Vas-y, pardon. 3 points d'avance sur le deuxième, ce qui clôt la parenthèse sur PSG-Metz. On va attaquer notre débat sur Emery, mais d'abord j'ai envie de parler un peu de toi, Olivier, qui est notre invité aujourd'hui. Tu as notamment été patron d'un club il y a des années de cela, où je n'étais même pas né. Donc j'ai envie un petit peu que tu nous parles de ton passé, que tu as affronté le PSG en Coupe de France. J'ai envie que tu nous racontes un peu tout ça. Donc je me sens très très vieux par rapport à vous tous qui pourriez être mes fils, puisque j'ai 64 ans aujourd'hui, et j'ai toujours aimé le football, que j'ai pratiqué à un tout petit niveau jusqu'à ce que je commence mes études supérieures. Et j'ai été chirurgien orthopédique, donc j'ai soigné un certain nombre de sportifs, et notamment lors de mon passage dans le service du professeur Saillant, qui est le grand chirurgien des sportifs, qui reste d'ailleurs très attaché au PSG, et dont un des élèves, Dr Roland, est actuellement le médecin du PSG.
quand j'ai quitté Paris pour aller m'installer en province, je me suis installé à Bourges. Et à Bourges, il y avait un club qui était en 3e division à l'époque, puis ensuite qui est monté en 2e division et que j'ai rejoint d'abord en tant que médecin du club, puis ensuite en tant que dirigeant et puis ensuite en tant que président. Alors président, c'était un bien grand mot parce que j'étais un genre de directeur sportif qui faisait un petit peu la jonction entre l'équipe technique et puis les vrais dirigeants du club. Mais là, j'ai vraiment vécu ma passion au cœur même du vestiaire et c'est un souvenir pour moi qui reste extraordinaire, dont le point d'orgue a été la saison 90-91 où on était en 16e de finale de Coupe de France et on a rencontré le PSG au parc. Donc j'ai pu aller dans le vestiaire, sur la pelouse, sur le banc de touche. J'ai pu voir mon idole de toujours qui est Safet Suzik. J'ai pu serrer la main de mon modèle qui est Francis Borrelli. Ça a été quelque chose d'exceptionnel. Donc j'ai vécu ces quelques années tu viens de me donner des frissons là, Olivier. Avec le club. Avant que malheureusement... Pardon? J'en ai les larmes à l'œil. Tu viens de me donner des frissons, j'ai eu les poils qui se sont hérissés, mais je te laisse continuer. C'était absolument fabuleux. Malheureusement, l'aventure s'est mal terminée puisque, pour des raisons financières, le club a fini par... Mais je ne regrette nullement tous ces très très beaux moments que j'ai vécus et qui m'ont permis de voir un peu de l'intérieur comment fonctionnait un club professionnel, les rapports avec les agents, les rapports avec les joueurs, enfin, toutes ces choses qui me font un peu... Quand je lis certains commentaires sur toutes ces choses-là. Voilà. On t'avait dit de pas détourner l'argent à des fins personnelles, pourtant. Absolument. Non. En tout cas, j'ai pas été rattrapé pour ça. Quelles sont les difficultés de gérer un club de foot? Je pense que ça dépend du type de club. Si dans un club comme celui-là, la difficulté, c'est d'arriver à faire vivre les dirigeants. Ça, c'est vraiment la première difficulté. Ça reste un peu associatif à ce niveau-là, donc c'est de la passion et t'as du mal à ce que les gens transigent sur leur passion. Après, les difficultés générales, c'est effectivement toutes les contraintes administratives, les contraintes financières, les rapports avec tout l'environnement du foot, les agents, les familles, les joueurs, enfin tout ça, c'est ça qui est un peu difficile, d'arriver à faire marcher tout le monde dans le même sens. D'accord. Et du coup, j'imagine que ton plus grand bonheur était ce match contre le PSG. En quelle année ça s'est déroulé, ce match? C'était la saison 90-91. Oh, l'année de ma naissance. Grand cru. Voilà. Du coup, que ça s'est fini comment, ce match, le score? J'imagine que tu as dominé toute la rencontre au niveau de la possession. On a été volé par l'arbitre, Monsieur Rideau, je le dénonce encore une fois, qui a accordé un coup franc au PSG qui était totalement injustifié. Et mon Safet a fait une passe magnifique à Zlatko Jovic qui nous a planté le but, qui nous a éliminés en fin de match. Ça a été un déchirement. Ah oui, donc c'était quand même assez serré. Ah oui, non, on a bien tenu le coup. On avait une bonne équipe à cette époque-là. Non, ça marchait bien. Et puis bon, le PSG, comme d'habitude, ne jouait pas sa saison sur un 16e de finale de la Coupe de France contre des paysans, puisque moi, le vrai Parisien, je me serais fait traiter de paysan par les tribunes parisiennes. C'est une équipe de Bourges. Oh. Voilà. Et du coup, c'est quoi de se faire éliminer par le PSG quand tu es supporter du PSG? Tu penses d'abord quand même à ton club. Pour nous, c'est la Coupe de France, c'était important, c'était des recettes souvent un peu inhabituelles si tu veux dans la saison. Elle est arrivée une fois en quart de finale en battant le Havre, qui était un grand club un bon club de L1 à l'époque. Ça a été des retombées formidables. Donc il y avait un petit peu ce regret de président, mais au fond de moi, le PSG reste mon club de cœur et le chagrin n'a pas duré très longtemps. Du coup, tu t'es fait éliminer en quart de finale de Coupe de France. Oui, on est arrivé 2 années suivantes en quart de finale de Coupe de France, tout à fait. On s'est fait sortir par Nancy après avoir sorti le Havre au Havre. Et là, ça reste un souvenir aussi exceptionnel. Alors, je vais me permettre d'intervenir juste pour dire qu'on en est à déjà une demi-heure et donc Jimmy, il va falloir qu'on enchaîne. Mais en tout cas, merci beaucoup Olivier, c'était très agréable ce moment d'histoire. T'inquiète pas, je chronomètre de mon côté. Mais du coup, Olivier, ça me fait plaisir d'avoir entendu cette histoire. La même. Comme tu es sorti pas mal de fois en quart de finale, ça explique pourquoi tu te sens proche de Laurent Blanc. J'ai maintenant ma réponse à cette question. Et ouais, du coup, ça me fait très plaisir de t'avoir avec nous, de t'avoir entendu te parler de ça. J'espère que
on pourra t'avoir dans un autre podcast, Plaisir. peut-être pour rentrer dans d'autres détails. Je sais pas si vous, les gars, vous avez des questions à lui poser par rapport à son expérience. Moi non, j'ai écouté, j'ai eu des émotions quand je l'ai entendu parler de sa fête et du Paris de cette époque-là, parce que ça sentait le vécu et c'était très agréable. Et ensuite du respect et me dire qu'il va bien falloir que j'écoute, parce que il y a de l'expérience derrière, tout simplement. Rien à ajouter, moi non plus. Ça va être un honneur de débattre sur notre entraîneur avec quelqu'un qui a goûté au monde professionnel. Évidemment. Moi, je me rappelle la première fois que j'avais entendu parler d'Olivier, c'était sur un billet qu'il avait posté sur un site du PSG un billet qui venait à défendre Laurent Blanc après l'élimination contre Manchester City. Et je pense que c'était un billet qui nous avait fait un peu tous sursauter à l'époque. Donc ça me fait plaisir de t'avoir, Olivier, pour débattre. Du coup, on va débattre un petit peu autour d'Emery. Il y a un interview qui est sorti cette semaine sur SoFoot, dans le magazine SoFoot sur Emery, et Bastien nous a lu cette interview, pas moi, puisque SoFoot n'est pas en vente en République tchèque et pas à Prague. Je sais pas si, Olivier, tu as pu lire cette interview au Maroc. Non, j'ai pu lire que les extraits que j'ai vus, qui étaient les extraits qui magnifiaient le rôle d'Emery dans le licenciement de Kluivert. C'est ça qui a fait parler surtout. Le reste, non, j'ai pas vu d'autre chose. C'est pas le cas dans cet article. Hein. C'est pas le cas dans cet article, ça, Olivier. Il en parle pas parle pas dans cet article. Il y a juste une remarque et la remarque n'est pas celle qui a été rapportée par ailleurs. C'est pas le cas dans ce papier-là, en tout cas. Ok, mais on a un de nos membres qui aime SoFoot, qui m'a même apporté SoFoot de France quand il est venu me voir en République tchèque, c'est Bastien. Bastien, tu as lu cette interview, Bastien, et qu'est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as retenu d'important de cette interview sur notre fameux entraîneur? Déjà, je conseille à tout le monde d'acheter le magazine pour lire l'interview, parce qu'il fait 8 pages quand même, donc on pourra pas tout lire. Je lirai quelques extraits lors du débat tout à l'heure. Mais en gros, il parle de 3 choses surtout. Il parle de son intégration au sein du club. Il parle beaucoup du 6-1, de l'épisode du 6-1 à Barcelone, des conséquences que ça a eu. Et enfin, il parle du sentiment. Mais ça, il y en a qui vont parler de branlette intellectuelle encore. Mais c'est quelque chose qui est très important. C'est aussi pourquoi je vous laisse cet entraîneur. C'est pour vivre des émotions. Oui, on rappelle que toi, Bastien, moi, je sais qu'on était très content de l'arrivée d'Unai Emery au club. Je pense qu'on l'est toujours aujourd'hui. Toi, Olivier, tu es un peu plus mitigé sur le compte d'Unai Emery, si je me trompe pas. Je suis pas mitigé. Moi, j'ai été farouchement contre cet engagement, mais j'ai été surtout farouchement contre le licenciement de Blanc, qui me semble avoir prouvé un certain nombre de choses au niveau du PSG et qui a subi une dernière année où la responsabilité me semblait largement partagée entre lui et le vieillissement de l'effectif, le non-renouvellement de l'effectif qui existe depuis le départ de Leonardo et qu'il a pris de plein fouet. Et on l'a vu d'ailleurs l'année suivante avec Emery, puisque ça n'a pas été amélioré, même appauvri. Et ce qu'on reproche, ce qui m'a un peu choqué, c'est ce qu'on reproche à Blanc n'a pas été reproché à Emery, qui a été conservé, ce qui pour moi est totalement incompréhensible. La dernière saison de Blanc, c'est la saison où Zlatan Ibrahimovic bat tous les records en termes de nombre de buts marqués. Tu parles d'effectifs vieillissants, je suis pas sûr que ce soit une remarque fort à propos. Et moi, j'aimerais juste par rapport à ce que tu disais, Jimmy, tout à l'heure, moi je connaissais pas tant Emery et je parle pas trop de quand je connais pas, mais moi j'étais content du départ de Laurent Blanc. J'étais content tout à l'heure, tu nous parlais, Olivier, du circuit préférentiel entre les deux Italiens au milieu. Mais j'étais content de la fin de cet enchaînement de matchs aseptisants, plus aseptisants les uns que les autres. Des séquences où t'as Emery, où t'as Verratti qui la passe à Mota, Mota qui la passe à Silva, Silva qui la passe à Luis, Luis qui la passe à Mota, Mota qui la passe à Emery, à Verratti, etc. De balles qui ne montaient jamais, de matchs sans émotion. Et donc moi, avant d'être pour la recrue d'Emery que je ne connaissais pas, j'étais pour le départ de Laurent Blanc.
Et ce qui m'a choqué à l'époque, sur le départ de Laurent Blanc, ça n'a pas été en tant que tel le départ de Laurent Blanc, ça a été la manière avec laquelle ça a été fait, et surtout la prolongation qu'il avait eue juste avant. Mais je trouve que dire que Laurent Blanc avait un effectif vieillissant depuis Leonardo, je suis pas sûr que ce soit vrai. Laurent Blanc avait hérité d'une équipe de Carlo Ancelotti, où pendant 6 mois, on a vu un espèce de mix entre les deux, où on avait effectivement encore des capacités de contre-attaque qui étaient héritées de l'héritage d'Ancelotti, et de possession qui a été intéressant. Mais au fond, dès le mois de janvier de la première année de Blanc, les matchs ont commencé à devenir plus inintéressants, et c'est allé en s'accroissant au travers du temps, et on s'installait dans cette logique-là. Et pour moi, c'était du non-football. C'était juste faire en sorte que l'adversaire se fatigue pour finalement pouvoir planter. Je me retrouvais... En 20 ans de supporterisme, jamais je me suis retrouvé à regarder des matchs du PSG du coin de l'œil, en m'ennuyant et en faisant autre chose en même temps. Et j'aurais bien du mal, moi, à trouver des excuses à Laurent Blanc pour ça, parce que c'est un homme qui, d'une certaine manière, alors que je mets du temps vraiment à me lasser, je mets du temps à être sévère dans mes critiques envers un joueur ou envers un entraîneur, c'est un homme qui a rendu le fait de regarder les matchs de mon club une épreuve ennuyante. Et je lui en tiendrai rigueur, et je ne lui trouverai pas de circonstances atténuantes me concernant, quoi. C'est extrêmement dur ce que tu dis, parce que les circonstances atténuantes, c'est le palmarès. On peut dire ce qu'on veut sur la qualité du jeu. Moi, je me suis beaucoup moins ennuyé en regardant jouer l'équipe de Blanc que l'année dernière, où j'ai vécu des purges absolument innommables. Blanc a construit une machine de guerre, qui est une machine de guerre. Je ne sais pas si tu as vu des cassettes du Brésil 68 qu'on porte au nu. C'était ça, une construction extrêmement lente, et puis brutalement une accélération qui permettait de concrétiser. Il a fait un bon entraîneur. C'est un entraîneur qui sait se servir de ses forces. Il a parfaitement analysé son effectif. Il a placé les joueurs dans les meilleures dispositions pour qu'ils soient complémentaires. Cavani est lié. Pardon, mais Cavani est lié. Cavani n'a pas été lié. Cavani avait toute l'attitude de pouvoir repiquer au centre. Il a marqué beaucoup de positions. Zlatan décrochait énormément. Je crois qu'il y a toute une légende qui est construite autour de ça. Pastore aussi, il l'a mis dans de superbes conditions, Pastore. Hein. Aujourd'hui, Pastore, il a il est blessé, il n'était pas sous Blanc. De Draxler. Il n'était pas blessé sous Blanc, c'est un autre débat. Bon. Moi, pour réagir par rapport à ce que tu disais, surtout sur qu'il n'ait pas eu les mêmes circonstances atténuantes, et que tu parlais du vieillissement de l'effectif, plus que du vieillissement de l'effectif, et on sera d'accord, ce qui a peut-être été pas assez mis en avant, et les critiques ont été centralisées sur Blanc, c'est la direction. Et c'est là-dessus où il y avait une vraie régression au sein du PSG, c'est là dans la direction sportive depuis le départ de Leonardo, effectivement, avec les Tangs. Alors, qui a eu quelques qualités. Trop nous éloigner du débat quand même. Oui, non, mais c'était juste pour réagir par rapport au débat qui centralisait sur Blanc. Si on fait juste un comparatif entre la dernière saison de Blanc et la saison qu'on a vue. On peut pas comparer une saison de quelqu'un qui a 3 ans dans un club avec quelqu'un qui vient d'arriver. Non, mais on va pas se jeter toujours les mêmes arguments au visage. Moi, je fais simplement du factuel. Je vais pas parler de plaisir de jeu, etc. Ça, c'est un petit peu personnel. Blanc ne rate qu'un seul rendez-vous lors de la dernière saison. Bien sûr, un rendez-vous qu'il ne faut pas rater, c'est le rendez-vous du quart de finale. Tout le reste, il le réussit à la perfection. Emery, qu'est-ce que c'est qu'un entraîneur du PSG? C'est quelqu'un qui va avoir 10 matchs importants à jouer dans la saison. C'est-à-dire les matchs contre ses adversaires directs en Ligue 1 et les matchs de Coupe d'Europe. Tous les autres matchs, on expédie les affaires courantes et on est tellement au-dessus des autres que ça ne doit pas poser au final beaucoup de problèmes. Or, Emery a raté tous les grands rendez-vous. Il a raté la première place de la poule avec un match indigne contre Ludogorets. Il a gâché le merveilleux match aller contre Barcelone en faisant jouer ses joueurs la trouille au ventre au match retour. Il a raté tous les matchs contre les 2 seuls adversaires qu'il avait en prenant 2 points sur 12. Je veux bien tout ce qu'on veut sur Blanc par rapport à Emery, mais je crois qu'on va pas refaire le procès de Blanc. On a chacun nos positions, on n'arrivera pas à trouver un compromis. Mais rien qu'en ce qui concerne les résultats et surtout ce qu'on attend d'un grand entraîneur, d'un grand club, c'est la qualité des prestations dans un grand rendez-vous. On ne peut pas garder un entraîneur qui rate tous ses grands rendez-vous.
Alors, je réponds juste et après je laisserai répondre Basto qui est juste en train de bouillir. T'as parlé pendant un quart d'heure. Hibou. Alors là, je vais faire se hérisser des cheveux sur ta tête et sur la tête de pas mal de gens qui nous écouteront. C'est les prestations de Blanc, les grands matchs de Blanc, à quelques exceptions près, sont dus à des faits extérieurs. C'est quoi? Tu peux pas dire ça. Laisse-moi le dire jusqu'au bout et tu répondras. C'est le match contre le Real où Verratti sort à la 6e et tout à coup t'as Rabiot qui rentre et c'est panique dans la Maison Blanche avec c'était qui le coach déjà à l'époque? Je me souviens plus, mais qui est complètement tout à coup on défend plus du tout de la voilà Benitez et on défend plus du tout de la même manière. C'est le carton rouge d'Ibra contre Chelsea où tout à coup l'équipe sans la révolte et s'emballe, alors que par comparaison, oui, tu étais en train, et à juste titre, de pointer les matchs ratés d'Emery, mais tu parlais du 6-1 de Barcelone, mais parlons aussi du 4-0 Barcelone, parlons du match contre Arsenal, parlons du match contre Monaco, du Arsenal qui est pas bien payé, de certains grands matchs où tout à coup on a vu une équipe qui jouait comme jamais Blanc a fait jouer son équipe. Mais non, je suis pas d'accord. Pour finir sur le débat Blanc, vu que c'est pas le débat, tu disais que Emery ne pouvait pas dans les gros matchs. Blanc, en 12 matchs contre les adversaires directs qu'on finit sur le podium, c'est que 2 victoires. 2 victoires en 12 matchs. En Ligue des Champions, l'année dernière, tu dis qu'il fait tout à la perfection. On finit 2ème de poule derrière le Real. C'était l'équipe C du Real. Non, mais attends, derrière le Real, c'est excusable, pas derrière Arsenal. Surtout quand t'es en tête la dernière journée et que tu reçois Ludo Goretz chez toi. La vérité est qu'avec Blanc, dans les gros matchs, on n'a jamais été là non plus. À part si Chelsea est considéré comme une grande équipe, peut-être. Encore que dans le constat, dans leur contexte de l'époque, ils étaient en pleine crise. Et qu'on gagne sur des faits de jeu et pas sur un collectif qui était meilleur. Le collectif de Chelsea était meilleur que nous sur les 2 matchs. Et enfin... Mais je crois, comme le disait... Pour conclure juste sur Emery, je suis d'accord avec Drayas. C'est-à-dire que dans notre niveau haut qu'on a eu sous Unai, on l'a vu trop peu, on est d'accord, on l'a vu beaucoup trop peu, mais dans le niveau haut qu'on a pu voir à Marseille, contre Monaco en finale de Coupe de la Ligue ou au match aller contre Barcelone, on n'avait jamais été aussi complet et aussi fort. Et une chose à dire importante à l'aune de la comparaison, parce que là pour l'instant on n'est pas tellement on parle mine de rien, en parlant en creux de Blanc, on parle aussi d'Emery. Une chose qui est importante à dire, c'est que Blanc a bénéficié d'un championnat français d'un niveau absolument abyssal et que Emery c'est tout con, mais quand il se retrouve, c'est la première année, il y a un Monaco qui a fait Monaco, ils ont fait quoi? Ils ont battu le nombre de victoires d'affilée de toute l'histoire de la Ligue 1. Ils ont marqué le plus de buts peut-être de toute l'histoire de la Ligue 1, ou en tout cas depuis un bon moment. On a un Monaco qui est exemplaire, on a un Nice avec Favre qui joue avec ses 2 ailiers, avec Seri au milieu qui est juste pour moi qui était la meilleure équipe l'année dernière. Et on se retrouve avec un championnat d'un niveau qui n'a rien à voir avec le championnat des années Blanc. Surtout la dernière année Blanc où le second finit avec 65 points. Ouais, jamais dans l'équipe du championnat, un deuxième avait 65 points. Hein. C'était, je crois, jamais arrivé. Un championnat aussi faible, ça ne s'était jamais produit. Et tout le monde s'extasie sur Blanc qui a ses 96 points, je crois. 96. Mais le championnat était d'une faiblesse abyssale. Et on peut pas tout le temps dire oui, mais c'est parce que Paris gagne tous les points. Paris ne prend que 6 points par saison à une équipe. Donc avoir le deuxième à 65 points, c'est juste phénoménal. C'est tout aussi phénoménal, c'est voire plus phénoménal que de finir premier avec 96 points. Et les amis, si je dois rajouter quelque chose, c'est que je suis très d'accord avec Drayas qui dit, moi je trouve que même les adversaires en Ligue 1 cette année, la dernière de Blanc, ne jouaient pas face à nous, ils nous regardaient jouer. On arrive face à City et De Bruyne tout seul, vu que Manchester City ne jouait pas bien, nous ramène chez nous. Sur une très belle passe décisive de Matuidi, il faut se le rappeler, et qui dit De Bruyne, le PSG, on en parle beaucoup, mais ce n'est que des passes entre Thiago Silva et Marquinhos, ou David Luiz, je sais plus qui l'avait dit. Et Olivier, tu parlais du vieillissement, mais moi je suis d'accord avec toi. Pour moi, Emery a récupéré une équipe plus vieille, mais c'est surtout à cause de la gestion de Blanc, Létang et aussi Nasser, où tu as une équipe qui se retrouve petit à petit décomposé. Blanc n'a surfé que sur le travail de Leonardo. Lui, il a recruté Cabaye, Stambouli.
les recrutements blancs, pour moi, ne sont pas des recrutements, tu vois, par rapport au mercato de cette année. Et il faut aussi se rappeler que la première année de Emery, il n'a pas Zlatan, et on remplace Zlatan par un autre excellent joueur qui se nomme Hatem Ben Arfa. Donc je pense que c'est un peu difficile de juger Emery. Je pense que de toute façon on parlait tous de saison de transition et je pense qu'on va pouvoir le juger sur cette année-là avec un mercato conséquent. Du coup j'ai envie qu'on arrête de parler un petit peu de loin. J'ai envie de Basto que tu nous parles un peu de cette interview que tu as lue, que tu nous en lises quelques extraits pour qu'on puisse en discuter. Bah, on va peut-être parler de son intégration au sein du PSG, de ce qu'il dit. Alors, il parle... voilà, on lui demande comment il a vécu cette première saison. Il répond: cela a été une saison d'adaptation. J'ai scanné le club pour voir à quel niveau je pouvais lui apporter quelque chose. C'est ce qui explique la différence entre la première partie de saison et la deuxième. On lui demande pourquoi. Il dit: parce qu'après le round d'observation, j'ai pris des décisions plus personnelles sur la manière dont je voulais voir jouer l'équipe. J'ai été plus exigeant. Il continue et il dit: ça s'est toujours passé comme ça. Les premières saisons, je m'adapte. C'est seulement lors de la deuxième année que je peux prendre des décisions stratégiques fortes concernant le recrutement, la philosophie de jeu ou le choix de mes collaborateurs. Quand j'arrive dans un club, je ne chamboule pas tout. D'abord, j'écoute, j'observe, puis j'impose ma méthode de travail. À Paris, cela m'a pris plusieurs mois, puis ce n'est qu'en décembre dernier que je suis réellement entré en scène. À partir de décembre, j'ai été plus direct. Je voulais qu'on joue à ma façon. Désormais, le plan de travail est clair. Donc ça, c'est la partie sur l'intégration. Il parle aussi d'autres choses. Il parle de pourquoi c'était difficile les premiers mois. Il dit: je me suis rendu compte que les joueurs ne voulaient pas dévorer les espaces, alors qu'ils en avaient l'opportunité. Ils voulaient constamment avoir le ballon dans les pieds. Après la récupération, on avait tendance à trop la faire tourner. C'était automatique. J'ai dû convaincre le groupe, qu'il fallait qu'on puisse maîtriser les phases de contre-attaque qui nous seraient précieuses. Les premiers mois, ils ont eu du mal à comprendre pourquoi. Ils voulaient juste récupérer et jouer. On l'a travaillé à l'entraînement. J'ai dit au groupe: putain les gars, ne nous privons pas de faire des contre-attaques, on a les joueurs pour. Olivier, qu'est-ce que tu en penses de ce petit extrait que Baston nous a lu? C'est toujours difficile de parler a posteriori. Moi, on m'a présenté cet entraîneur comme un entraîneur volontaire, comme un entraîneur qui imposait ses idées, comme un entraîneur qui avait beaucoup de capacités tactiques. Et je suis d'accord avec lui, il reconnaît qu'il a subi les premiers mois, les premiers 6 mois, il a subi le vestiaire. Il avait commencé avec un système de jeu qui était le système de jeu qu'on lui prêtait comme préférentiel, c'est-à-dire le 4-2-3-1, pour très vite, après quelques résultats un peu difficiles, et sous la pression essentiellement de Thiago Motta qui est à l'aise dans un certain type de jeu. Et suite à la blessure de Pastore. Ouais, et sur pas mal de blessures et pas mal de joueurs testés en 10 qui n'étaient pas conformes. Le test Ben Arfa, il y avait le test Ressé. L'année dernière, c'est simple, il n'y a plus Ibra, il y a Pastore qui est blessé, il n'y a pas encore Draxler, donc il n'y a personne pour faire le lien entre le milieu et l'attaque, donc c'est compliqué de mettre un 4-2-3-1 quand tu n'as pas... Il y a Lucas c'est un joueur excellent. Draxler arrive en janvier. Oui, mais Draxler ne joue pas en 10. Oui, mais on parle on parle du premier mois, pourquoi il a abandonné le système. La raison pour laquelle, ce qui l'a conduit à abandonner son 4-2-3. Il n'a pas abandonné le système. Il a joué en 4-3-3 toute la saison. Non, il a joué une quinzaine de matchs en 4-2-3, notamment PSG Lyon, PSG Nancy, PSG Toulouse en deuxième partie de saison. Avec la même triplette, qui est la triplette classique. Verratti à droite, Thiago Motta. Non, Conclusion, par exemple, c'était Rabiot, Verratti et Draxler, Di Maria, Pastore, Cavani. Tu cites quelques exceptions. Oui, non, mais il y en a une dizaine d'exceptions. Juste, Olivier, juste pour revenir sur ce que tu disais, au début de la saison, il abandonne ses idées. En gros, c'est la thèse que tu vas défendre. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il abandonne ses idées. Oui, bien sûr, mais même par rapport à ce qu'il dit, moi j'ajoute juste un tout petit bémol, qui est que au début, il veut s'installer en 4-2-3-1. Oui, il y a la réunion des joueurs. Oui, il abandonne, mais il y a aussi le fait que tout à coup, il a plus de mec disponible pour occuper le poste de 10. Pourquoi ? Parce qu'il pensait utiliser Javier Pastore là-dessus, mais Javier Pastore commence à se péter à la quatrième journée et après il est pété. Il essaye à ce poste Ben Arfa, il essaye Ressé à ce poste et aucun des deux n'apporte satisfaction. Et après il se retrouve c'est une espèce de forme de chômage technique par rapport au 4-2-3-1, c'est-à-dire qu'il n'a plus les joueurs pour pouvoir l'appliquer. Et après effectivement il y a tout ce que tu disais, c'est-à-dire il y a eu la pression des joueurs pour jouer, mais au-delà du 4-2-3-1, parce que ce qu'il exprime dans
dans l'article, c'est ce que disait Basto tout de suite, c'est que les joueurs voulaient jouer en recevant la balle dans les pieds. C'est-à-dire que quand il y avait des situations de contre-attaque, les joueurs étaient en refus de les exploiter. Ça, c'est l'héritage, on ne va pas le renommer, du précédent entraîneur, etc. Et qu'il a dû se battre contre cette philosophie-là. Mais au-delà de ça, juste d'un point de vue concret, techniquement, c'était pas simple de mettre le 4-2-3-1 avec une infirmerie, ne l'oublions pas, sur la première partie de saison, qui n'a jamais cessé de se désemplir. Mais même lorsque Pastore, en fin de saison, revient, parce qu'il revient quand même les 2 derniers mois de la saison, il ne le fait pas jouer en 10. Sur Pastore finit la saison comme remplaçant de Draxler. Rappelez-vous, il ne fait pas jouer dans les grands matchs. Pastore rentre dans la dernière demi-heure pour remplacer Draxler. L'engagement de Draxler n'est pas un engagement pour prendre un joueur capable de jouer en 4-2-3-1. L'engagement de Draxler, c'est pour mettre la pression sur Di Maria qui fait une première partie de saison catastrophique. Et ça aboutit à quoi? Di Maria prend la place de Lucas à droite et Draxler va jouer à gauche. Alors que Di Maria avait joué à gauche tout le début de la saison. On a commencé en 4-3-3, on finit en 4-3-3. Qu'il soit totalement convaincu de ce système ou qu'il est intelligemment adapté à l'effectif qu'il avait, ça, chacun peut avoir son opinion. Juste une question, toi qui as été dirigeant de club, est-ce que c'est facile, alors que c'est une question dans l'absolu, hein, est-ce que c'est facile alors que tu as commencé à installer un jeu, de changer de système et un changement de système qui est très lourd, c'est-à-dire passer d'un milieu à 3 à un milieu à 2, c'est énorme. Est-ce que c'est facile de le faire en cours de saison? Tu vois, tu dis que Pastore revient les 2 derniers mois, mais est-ce que c'est simple alors qu'on vient de faire une période où ça marche bien, où il commence à trouver des équilibres, où il commence à trouver des points de contre-attaque par rapport, justement, pour rebondir par rapport à l'interview? Est-ce que c'est simple à ce moment-là de se dire, bon bah ça y est, Pastore maintenant est là, bon bah finalement on va passer en 4-2-3-1? J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez complexe à mettre en place quand même pour un coach. C'est simple si tu as la confiance de tes dirigeants. Or, le problème qu'a eu Blanc, le problème qu'a eu Emery, c'est un problème qui s'appelle Nasser El Khelaifi. Alors je crois que c'est très différent quand même, hein, les deux. Hein, moi je suis assez d'accord. Nasser El Khelaifi est sorti de l'expérience Leonardo Ancelotti meurtri. Parce que Leonardo l'a trahi en se foutant le football français à dos, et Ancelotti lui a fait un bras d'honneur en direct à la télé, et il s'est juré de plus jamais être dépendant de gars comme ça. Donc il a pris Blanc, parce qu'il savait très bien que dans la situation de ce carrière où était Blanc, il l'emmerderait pas sur des questions de pouvoir, et il a pris Emery de la même façon. Donc Emery a subi cette pression de ses dirigeants, et il n'a probablement pas eu les épaules, ni la liberté d'action de faire exactement ce qu'il souhaitait sur le plan technique. Et une partie de l'interview que moi j'avais piqué montre un Emery qui veut s'affirmer. J'ai dit à Nasser, je me suis assis à côté de Nasser, je lui ai dit, si tu veux continuer avec moi, il faut que tu fasses ci à ça. Je vais citer l'extrait pour les auditeurs, il dit l'année dernière, je me suis assis devant le président et je lui ai dit, président, on peut prendre différents chemins. Si tu choisis de faire le chemin avec moi, tu dois m'écouter et changer certaines choses. Le président a décidé de remplacer Kluivert par Antero. Maintenant, nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc là, aujourd'hui, si tu veux, moi, j'accepte. Enfin, moi, j'aurais viré Emery après la saison qu'il a faite. Mais j'accepte, je ne vais pas faire autrement, qu'il soit là. Et aujourd'hui, il s'est mis lui-même par cette interview en première ligne. Aujourd'hui, c'est lui le patron du secteur technique, puisqu'il a dicté à Nasser, ce qu'il doit faire. Donc aujourd'hui, moi, j'attends Emery sans trop d'espoir, mais non plus en le condamnant pas directement. J'attends qu'il prouve. Moi, ça rejoint. Maintenant, il ne subit plus, eh bien qu'il prouve. Ça rejoint ce que je disais l'année dernière quand je défendais notamment Unai. J'ai toujours dit qu'Unai ferait une première année pour faire le ménage et une deuxième année pour s'imposer. Et j'ai eu l'impression l'année dernière que, comme tu dis, à cause de la direction, qu'il n'y avait pas de garant de l'institution pour le mettre en avant, notamment sur des affaires comme Aurier, qui le coup de ses chaussettes à Lorient, où lui veut le punir, mais la direction ne le fait pas. Et là, on a senti d'ailleurs un Emery un peu perdu sur la fin de saison, il ne fait plus les buts, t'as l'impression qu'il est un peu en roue libre et qu'il attend l'année d'après avec enfin une institution forte pour pouvoir vraiment imposer ses choix. C'est l'impression que j'ai eue sur la fin de saison, les derniers matchs de championnat.
sans polémique, l'affaire Aurier la plus scandaleuse, c'est quand même l'interview qui fout le blanc dans la merde. Oui, bien sûr. Ça se discute encore parce que le coup des chaussettes, c'est pas mal. Le coup des chaussettes, il met quand même en danger son coéquipier qui est blessé, en danger l'équipe qui joue le titre et qui se retrouve à moitié à jouer à 10, et l'autorité de son coach. Et le problème, c'est pas... Oui, Périscope, c'est peut-être plus grave, mais le problème, c'est que Unai voulait punir Aurier et que la direction n'avait pas suivi ce jour-là. Donc ils ont subi le même flottement de fin de règne de Nasser El Khelaifi. Ça, on est tous d'accord sur le constat de Nasser. Heureusement aujourd'hui, que ça soit Emery, que ça soit l'émir, on a viré l'équipe qui entourait Nasser. Nasser a pris un petit peu de recul par rapport à la prise directe sur les choix, et Enrique change totalement la donne. Là, Emery se retrouve avec un vrai directeur sportif à qui il peut avoir des vraies discussions. Là, d'un seul coup, pour lui, l'horizon s'éclaircit par rapport à la liberté de manœuvre qu'il n'a pas eu l'année dernière. Il y a pas mal de rumeurs, à savoir si elles sont vraies. Enfin, elles ont été aussi prononcées par des gens qui ont une certaine fiabilité, qui ont énoncé que l'émir a mis un stop à Nasser la saison passée. Et qu'il y a eu, que Nasser a dû, sous la pression de l'émir, justement refaire. Ton analyse, je trouvais, était extrêmement juste sur Nasser qui ne voulait plus faire confiance à des mecs comme ça. Et peut-être que l'émir a dit bon bah maintenant c'est bon, si tu fais appel à un mec comme ça, et je finis juste sur Nasser, et Nasser qui tout à coup alors que maintenant il n'est plus que directeur, il n'est plus directeur sportif, il n'est plus que président, c'est son seul rôle, devient beaucoup plus cohérent et très 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 agréable comme président, quoi. Et dès le début de saison, pour aller encore plus loin, il paraît même que l'émir avait dit à Unai, en gros, tu as les pleins pouvoirs pour faire le ménage, pour dire ce qui ne va pas dans le club, et ensuite faire ton audit et changer les choses. Après tout ça, ça reste des rumeurs, prononcées par des gens bien informés. Et pour en revenir au 4-2-3-1 et Pastore qui est resté sur le banc en fin de saison, Unai en parle d'ailleurs dans SoFoot aussi. Très intéressant ça. Il dit, avec Pastore, le problème est clair, il était blessé. Avec moi, il a à peine joué la première demi de saison, 4 matchs peut-être. Encore contre Barcelone, il est sur le banc, mais il est trop juste. Nous avions besoin du talent de Pastore au moment clé des matchs importants. Il fait partie de ces joueurs qui, s'ils sont disponibles dans les matchs cruciaux, peuvent faire la différence, mais pour cela il faut qu'il y ait de la continuité, qu'il joue un pourcentage élevé de matchs. L'année dernière il n'a été disponible que 25% du temps. Mais regarde, en début de saison, il ne fait qu'un seul match comme titulaire, c'est le match où il remplace Verratti. Il a la possibilité de jouer en 4-2-3-1 dès le début de saison et d'introniser Pastore clairement. Et on le pensait tous après les matchs de préparation, et il ne le fait pas. En début de saison de cette année. Ah, début de saison cette année. Oui. On a joué 5 matchs. Pastore n'a joué qu'un seul match comme titulaire, et il l'a mis en relayeur droit. Parce que le mercato est pas fini, parce qu'il y a encore Matuidi, parce qu'il y a encore des joueurs. Mais oui, c'est vrai. C'est pas faux. C'est même non, mais Matuidi joue pas. Matuidi est préservé pour le transfert de la Juve. Il rentre à chaque fois en cours de match, et on reste en 4-3-3 après. Oui, mais attends, il peut installer le 4-2-3-1. Je suis pas sûr qu'il veut l'installer avec les joueurs-là. Je pense sincèrement, on en a parlé dans le dernier podcast, que Emery n'a pas forcément confiance au duo Rabiot-Verratti ou Mota-Verratti ou Mota-Rabiot pour faire un milieu à deux, et qu'il voulait Fabinho avant de le faire. Là, le mercato est fini, il se retrouve avec forcément ce milieu pour le faire, donc contre les bus comme Metz, je pense qu'il fera ce milieu. Par contre, dès mardi en Ligue des Champions, on risque de retrouver le milieu à 3. Si tu veux, bon, là, on va rentrer un peu plus dans les conséquences du mercato. Il y a juste un souci, c'est juste une remarque technique. En soi, Jimmy, c'est à toi de nous dire, on en est quasi à 1 heure. Donc qu'est-ce qu'on fait, on continue un petit peu ou... Moi je me régale, donc si moi je me régale, j'espère que nos auditeurs vont se régaler. Aussi, après, il y a des choses très intéressantes sur les sentiments. Je tiens à le dire. Vas-y Olivier, excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, je t'en prie. Donc moi, je suis d'accord avec vous pour l'année de transition. Je crois que Nasser a fait encore une énorme erreur l'année dernière en mettant d'emblée des objectifs inatteignables. Il a mis une fois de plus sur un entraîneur une pression qui n'avait pas lieu d'être. Il fallait reconnaître que Zlatan était parti. Il aurait dû parler de tout de il suite fallait changer, etc. On va pas revenir là-dessus. Donc l'année d'Emery, elle est ratée pour moi, mais pas entièrement de sa faute. Au jour d'aujourd'hui, il se pose comme le seul décideur du secteur technique sur le terrain. Après les choix de mercato, c'est pas que lui qui les a faits. Et donc, il a maintenant, pour moi, il a les pleins pouvoirs et il doit pouvoir faire, sur le plan de la positionnement de ses joueurs, de l'animation, pouvoir faire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, une fois de plus, il part avec une épine dans le pied. On a magnifiquement réussi le recrutement de devant, mais on a raté une fois de plus le recrutement du milieu. Ça fait 4 ans qu'on cherche désespérément le successeur
celui qui peut alterner avec Thiago Motta. Le seul C'est vrai, ça. 6 qu'on a aujourd'hui, c'est Thiago Motta. Eh oui. Et on peut aller Et plus donc- loin. On peut aller plus Et loin. donc c'est- Emery se retrouve avec un secteur offensif où il va jouer à 3. On sent qu'il va jouer à 3. Parce que qui peut jouer à droite alors que on a fait l'analyse de Metz, qui peut jouer à droite? Draxler, ça a été un échec. Pastor, ça a été un échec. Pastore à droite a Peut-être été Di bon sous Maria. Carlo. Di Maria, Oui, oui. Maria, Et c'est je la te parle réponse évidente. d'aujourd'hui. Ah. Quand t'as Cavani, Mbappé et Neymar, tu vas les laisser jouer ensemble. Donc, Dans les il a, gros matchs, il a oui. le choix. Il a le choix. Après, derrière, il a un milieu à 3. On sent, il l'a dit plusieurs fois, je pense, dans cette interview aussi, que c'est le milieu culturel de l'équipe. C'est le milieu dans lequel l'équipe joue en confiance. Lui-même est attaché à ce milieu depuis l'année dernière. Mais le problème, c'est que ce milieu-là, il va pas pouvoir jouer toute la saison. Ils sont que 3. Et derrière, les milieux qu'on a n'ont pas ce niveau-là. Donc, où il est capable, et c'est là où moi je l'attends, où il est capable de renouveler ce milieu et de pouvoir donc faire passer un cap, parce qu'en Ligue des Champions, Motta, Verratti, Rabiot, ça ne passera pas, ou il n'est pas capable. Et c'est là où il va me montrer qu'il est un entraîneur Alors, volontariste, qui s'adapte, qui analyse. Il y avait un très bon interview ce matin de Denwex qui parlait des conséquences techniques du 4-2-4. Et donc, on n'a pas les milieux pour jouer à 2. On les a pas. Thiago Motta, comme il joue comme un sénateur face à Metz, c'est-à-dire il n'est pas attaqué, il n'est pas pressé, il n'a pas besoin de se retourner. On a des Il est solutions avec Draxler extraordinaire. relayeur. Voilà. C'est là où il faudra qu'il nous montre dans un milieu à 3 s'il est Mais capable Draxler ne d'incorporer. sera pas relayeur à droite. Non, mais non, à gauche. Le seul qui peut être relayeur à droite, Relayeur à gauche, je sais pas. c'est Di Maria. Pour moi, le milieu aujourd'hui, ça doit être, il faut que Verratti passe en 6. Il est fait pour ça. alors Rabiot, on a besoin de Rabiot, et mettre Di Maria à droite. là-dessus sur Verratti en 6, mais ce serait pas mal. Enfin, on en a pas mal parlé de la problématique du milieu dans le précédent podcast, et Basto a eu la conclusion parfaite. On n'a pas les joueurs pour jouer dans un milieu à 2, pas plus qu'on a vraiment les joueurs pour jouer dans un milieu à 3. Mais sur Verratti, moi, Verratti en 6, ça me pose un souci, et je l'avais mal exprimé, mais je vais en profiter pour mieux l'exprimer, c'est que Verratti, pour moi, est un défenseur sur l'homme, n'est pas un défenseur en zone. Et ce qu'on attend vraiment d'un 6 dans un milieu à 3, c'est cette capacité à boucher les trous, entre guillemets, mais c'est surtout cette capacité à se placer par rapport aux angles de passe qui restent possibles avec le fait que les 2-8 fassent les pressings, et c'est donc une vraie capacité à être capable d'en défendre en zone. Et Verratti, je ne l'ai jamais vu défendre en zone. Je l'ai jamais vu Parce défendre que en tu zone. l'as jamais vu jouer en 6. Non, mais Non, mais même en 8, Ou je même en le 8, rejoins avec Rabiot, l'Italie, Rabiot il des me semble qu'il fois, joue en Rabiot six. des fois défend en zone. Verratti, je l'ai jamais vu je vais défendre rejoindre en zone. Sébastien, il y en a un qui défend pas en zone, c'était Pirlo, mais d'ailleurs Verratti on a demandé à Mais faire voilà, un nouveau exactement. Pirlo, sauf que Pirlo, J'allais Pirlo devant lui il avait 2 chiens de garde qui étaient Vidal et Marquisio. Si on met Draxler et Di Maria devant lui, c'est Non. pas Non, du non, tout c'est le pas même. grave. Non, je crois que Rabiot est indispensable. J'avais poussé un peu le bouchon dans Ouais, l'analyse. mais le problème c'est que Rabiot est indispensable à reste gauche. Le problème c'est que Rabiot est à indispensable à gauche. Donc Verratti, Là c'est où, si Rabiot- Rabiot. Di Maria joue à droite, hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, mais dans ce C'est- cas-là, c'est- dans ce c'est- cas-là, tu mets Di Maria à droite. Mais si tu Bien sors de ce schéma de 3 joueurs, et ben tout à coup, t'as plus de solution, puisque Pastore et Draxler peuvent très bien être relayeurs, mais plus particulièrement relayeurs à gauche. Et le problème, c'est que Rabiot est très bon à gauche, et dès qu'il est à droite, il est vraiment moins bon, quoi. Bien sûr. Non, mais Mais on est juste coincé. une question, Tu t'aperçois que les choix d'Emery sont très limités. Il a beaucoup de difficultés pour régénérer ce milieu. Au milieu, pour c'est ça la qu'il merde. Au s'accroche. milieu, pardon d'être vulgaire, mais au milieu, alors c'est pas la merde en Ligue 1. Et comme on dit la dernière fois, c'est pas manquer de respect que de dire ça, puisque le PSG, la logique de recrutement du PSG, c'est taillé pour la Ligue des Champions. Donc en Ligue 1, ça sera pas un problème, mais en Ligue des Champions, le milieu, c'est problématique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de solution facile. Et il y a un autre. Vraiment, mais- il n'en a aucune. Il y a un autre souci aussi, c'est qu'on a que 3 décès et que s'il y en a 2 qui se pètent, le seul qui peut dépanner c'est ton seul 6, c'est Mota. Et Mais Tu sais, N'oubliez voilà, pas, les moi, c'est amis, c'est l'analyse que pas je fais de qu'il y a- l'effectif. L'analyse que je fais de l'effectif aujourd'hui, le 4e décès, c'est Mota. Oui. Et Bah ouais, mais c'est Verratti, ton seul 6. Verratti doit jouer en 6. Bah, il va devoir trouver des c'est solutions, dégueulasse. que ce soit Calegari Pour ou moi, il peut Lo pas. Celso 6 Pour ou moi, je sais non, pas, mais il va devoir, Calegari- Pour moi, il peut va pas, devoir mais- trouver des choses. Oui, non, mais je Non, donne non, des mais exemples comme ça. Calegari- Jimmy voulait dire quelque chose. Calegari, Lo Celso n'ont jamais fait un match titulaire. Oui, On mais il on va devoir, s'ébahit devant Lo il va Celso. devoir le Attends, tester. On s'ébahit. mais il va devoir le tester. Les On amis, s'ébahit les amis. devant Lo Celso. Mais Lo Celso, on le voit rentrer au moment où le match est plié, où les joueurs d'en face sont fatigués. Je C'est fastoche. prends vrai. juste 2 secondes pour passer la parole à Jimmy.
Oui, oui. Vas-y, vas-y. Moi, je voulais juste dire que de toute façon, les grandes échéances arrivent en mars et qu'il reste un mercato et qui, je pense, qu'il sera un mois pour Antero Henrique qui va vraiment se concentrer pour trouver ce milieu. Ce Et je sera pense encore que du bricolage dans l'urgence. Oublie pas les matchs à venir contre le Bayern Munich oui, qui bien seront sûr, jugés, mais qui seront jugés très sévèrement. Ouais, mais qui Il seront mettra, jugés il très mettra, il mettra sévèrement. Motarabio Verratti. C'est des matchs qui seront jugés très sévèrement. Et, Bien sûr. et les impacts de ces jugements peuvent avoir des impacts jusqu'à la fin de la saison en fait. Nous verrons, mais au pire des cas, je dis qu'il reste un mercato. Donc j'ai envie qu'on avance un petit peu, Bastien. Oui. Bastien, si tu peux nous lire une autre partie. On parle de Barcelone PSG ou des émotions? Bon, allez, on va finir par les émotions. On va Parle-nous parler des de... sentiments. Il en parle pas mal. Et c'est aussi pourquoi moi j'aime ce coach. Mais après, ça reste très subjectif. Rien que le Ressentir titre. une Rien que le passion. titre. Oui, le titre de l'équipe, c'est Gagner, c'est un voyage. Ça fait bander Drayas. Ah ça, moi, C'est beau. c'est la phrase pour moi, elle dit tellement de choses, je Donc, l'adore. moi, c'est un truc que j'attendais aussi après des années de blanc, mais j'en reviens, c'est subjectif, c'est que je me suis emmerdé pendant 3 ans. Limite, je regardais tous les matchs. Non, mais c'est pour ça. Mais là où j'attendais Emery, c'était retrouver le goût, Attends, tu arrêtes. Non, C'était juste pour faire un truc que je voulais retrouver le goût c'est de un la passion sujet- avec Emery, et moi, je l'ai trouvé. Je voulais juste rebondir justement par rapport à ça. Tu sais, moi le club je supporte depuis 20 ans. Grosso merdo, j'ai commencé par les années de vache maigre, quoi. Vraiment. Je me suis tapé les années 2000, la toute fin des années 90 et les années 2000. Vraiment. Mais je veux dire, quand je regardais les matchs, des fois je ressentais de la honte, des fois je ressentais de la frustration, des fois je ressentais de la colère. Mais l'ennui ne faisait pas partie du panel, quoi. La perfection est toujours ennuyeuse. Hein? La quoi? La perfection est toujours ennuyeuse. Oh, non. Oui, ouais, non, je suis pas d'accord. On va arrêter de parler de blanc, On n'a effectivement. pas la même définition. Blanc. Bastien, je veux que tu nous laisses cette je disais juste- cette partie de l'interview maintenant. Je disais juste que pour moi, les trophées, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est les émotions quand tu supportes un club. Et Parce donc, qu'un nous, trophée, n'est qu'un bout de métal, et sans voyage derrière, sans aventure derrière, ça ne reste qu'un bout de C'est métal. comme la comparaison avec le fait de faire l'amour. Hein. Le trophée, c'est l'éjaculation, quoi. Les émotions, c'est tout le reste. Alors je vais lire les passages sur les sentiments. C'est bien ce que t'as dit, Drayas. C'est Continue, moi, Bastien. moi, j'ai Quand on oublié, parle d'amour, je Je sais suis toujours pas. poète dans le vulgaire. Je suis toujours poète dans le vulgaire, y a pas de problème. Alors, est-ce qu'on parle de ça, de ce qu'il dit de la petite colle aux joueurs sur avant le match? Non. Si, faut parler de ça, mais ça c'est pas vraiment sur les sentiments. Non, Ça, Allez, comment- vas-y, comment gère le groupe. les sentiments. Alors les sentiments. J'y vais, je cherche les pages. Ah voilà. Alors il dit une chose, il dit une des améliorations que je voulais apporter, c'est le sentiment, je veux que l'équipe sente plus le PSG, qu'elle sente plus la ville. Ça, c'est... C'est magnifique. C'est le mec qui est en train de nous dire quand même qu'il a envie que ce PSG, que la ville s'identifie dans le club et que le club s'identifie dans la ville. Il a envie qu'on vibre, quoi. C'est Ça me rappelle ce qu'il disait sur les Mbappé, raisons pour lesquelles pendant quand t'es gamin et que tu vas tomber amoureux d'un club, c'est ça, quoi. Eh C'est que tout à coup va y avoir une connexion, tu sais pas comment ça se fait, c'est ça qui a fait de nous des supporters. Tout à l'heure, Olivier, tu nous parlais de sa fête. Pourquoi tu nous parlais de sa fête, quoi? Tu vois, c'est des joueurs comme ça, c'est des moments comme ça, c'est des moments qui t'enthousiasment, où tout à coup tu te mets à rêver pour ton club et tu deviens supporter. Et après t'encaisses tout, y compris le précédent entraîneur qu'on ne va pas nommer parce qu'on va arrêter d'en parler. Mais c'est... Voilà, Et donc- quand il dit ça, pour moi, il est... Ah, j'adore. Donc le journaliste le continue et lui demande comment faire. Il dit il faut chercher le match contre le Barça, personne n'avait jamais... Il parle de l'aller, hein. Personne n'avait jamais senti quelque chose d'aussi fort. Je veux que cela se répète. On le vit en Ligue des Champions, mais on peut aussi le vivre en championnat. L'année dernière, il y a des moments un peu froids. Tu gagnes, mais avec froideur, c'est normal, pam pam. Non, je veux que les gens vibrent. C'est beau. Et ensuite... T'as autre chose Oui, une Ouais, dernière. vas-y, Un truc, continue. la question du journaliste va te plaire du mieux en plus, puisque soit c'est ce que tu ressens aussi. Il dit d'une certaine façon, vous avez apporté ça, une émotion qu'il n'y avait pas quand le PSG perdait, par exemple, comme contre City. Vous avez au moins créé des souvenirs. Il répond oui. Il répond oui. Et le... Vas-y, pardon. Non, mon Dieu, moi, là, je peux pas entendre des trucs pareils. Non, le football, il peut pas y avoir de football sans qu'il y ait coexistence entre une émotion et un résultat. Hein, Je suis sinon, pas on va d'accord. dans des si, foot. c'est vrai. Non, J'ai- je peux vibrer j'ai sans un- trophée toute une saison. Bielsa.
Bielsa, voilà, Bielsa, qui est le coach qui amène le plus de sentiments. Voilà, Bielsa à Marseille, c'est un très très bon exemple. C'est un très très bon contre-exemple de ce que tu viens de dire, Bielsa à Marseille, Olivier. Il est encore... les joueurs marseillais, c'est quoi? C'est 3 ans après, on parle encore? Ah oui, il avait des banderoles l'année d'après à son effigie. L'entraîneur du PSG d'aujourd'hui, moi j'ai un petit peu plus de bouteilles que vous, j'ai vu le PSG depuis sa naissance, depuis 70. Au stade depuis 70. Alors des galères, des entraîneurs foireux comme Larquet, entraîneur-joueur, j'en ai vu. Et quand ces gens donnent des leçons, ça me fait un petit peu rigoler. Pour moi, l'entraîneur où il y a eu un désynchronisme, c'est d'avoir fait venir Ancelotti trop tôt. Ancelotti, c'est justement l'alliance entre le rythme italien, entre la capacité à faire des résultats et la capacité à te le vendre avec un charme absolument exceptionnel. Tout à fait d'accord. Tout à fait. C'est un type qui a contact humain avec le public, avec les journalistes, avec les joueurs. Les joueurs sont capables de monter au rideau avec Ancelotti. On est d'accord. Je suis d'accord aussi qu'il est venu trop tôt dans le projet. Donc, il arrive trop tard. Ça aurait dû être l'entraîneur des débuts. Ah non, trop tôt pour moi. Il arrive pour moi trop tôt. Dans le club, il faisait des expériences. Moi, j'ai d'autres interviews dans l'oreille qui me font très mal. D'Emery, je suis là pour apprendre des joueurs plus que pour les joueurs apprennent de moi. Je suis là pour des expériences. Non. On est au PSG. Au PSG, il y a une exigence absolue de résultats. Et puis la branlette intellectuelle autour, moi, ça ne m'intéresse pas. Sur du moyen terme, Olivier, sur du moyen terme. Ouais, mais encore une fois, quand tu nous parles de Paris, tu nous parles de sa fête, quoi. Bon, mais sa fête, était justement l'alliance entre la qualité technique et l'efficacité. Moi, je l'ai jamais vu, sa fête, mais j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de matchs où il était pas bon. Et que si on se souvient, et c'est que si on se souvient de lui, on se souvient de lui, c'est pour ces moments d'éclat où tout à coup il irradiait sur le terrain avec la balle et sans la balle. Non mais il faut voir par quoi il était entouré à l'époque. C'était le PSG n'était pas une équipe qui jouait le haut de tableau à cette époque-là. Il y avait Daleb à l'époque, non? Daleb et Soucic, merde, ça fait Soucic. Ils ont joué ensemble, non? Non, mais Daleb en fin de carrière. Oui, Soucic arrive beaucoup plus tôt. Ça a été plus Bianchi. Là, moi, j'ai pris mon pied terrible entre Daleb et Bianchi. C'était magnifique. Moi, j'ai une question pour toi, Olivier. Je pense que si Emery ne rate sa saison, cette saison-là, je pense que on pourra dire qu'on a eu tort. On pourra dire que finalement Emery n'était pas l'homme de la situation. Mais si Emery arrive à nous faire passer un cap en Ligue des Champions, est-ce que pour toi, Olivier, tu te diras que peut-être Emery est l'homme qu'il faut au PSG? Le lendemain du 4-0, j'ai écrit que je mettais ce match dans les 3 plus beaux matchs de mon souvenir du PSG. Bon, en tête, au sommet de la pile, il y a le Real Madrid, le PSG Real Madrid, parce que celui-là, j'ai vécu. On n'était quand même pas à ce niveau-là. Mais ce que j'ai vu sur le terrain 4-0, et j'ai fait amende honorable sur, je me suis peut-être trompé vis-à-vis d'Emery. Mais, la pire chose qui a pu arriver, c'est que ce type-là a été capable de gâcher un truc tout fait. Arriver avec 4-0, personne non, le 6-1 pour moi c'est la pire chose qu'il m'ait faite. Il m'a cocufié ce jour-là. Il m'a privé d'un honneur fou. Alors il parle du 6-1. Il parle du 6-1. Vas-y, Basto. Et alors, il dit c'est avant le match. Il pose une colle à un joueur. Il lui dit disons que tu gagnes 3-1 à l'aller, comment tu appréhendes le match retour? Tu t'y prendrais comment? Le joueur a réfléchi puis a fini par me dire je ne sais pas. Je lui ai répondu non, ça ne dépend pas. La seule chose que tu dois savoir, c'est que tu dois marquer. Il ne faut pas calculer, il faut en mettre un. Oublie tes calculs, va à l'attaque. Donc c'était son plan. Son plan c'était d'attaquer. Après ça s'est pas passé comme ça. Donc on lui dit, avait dit de toute façon qu'il n'avait pas. On lui dit apparemment vos joueurs ne vous ont pas compris. Il dit si, mais parfois il y a une différence entre ce que tu veux faire et ce que tu peux faire. Peut-être que nous n'avions pas les moyens de faire ce que nous voulions. La défaite au retour a tiré la sonnette d'alarme et suscité les pourquoi. La vérité, c'est qu'il nous manquait quelque chose. Ah oui, il manquait quelque chose. Il manquait un entraîneur. Facile. Mais tout le monde se rappelle du coup d'envoi où on fait une passe 40 mètres en arrière et on recule tous au niveau de notre ligne des 30 mètres. Ah, mais je me souviens de regards perdus. Je me souviens notamment du regard de Marco Verratti qui était complètement perdu, qui se demandait qu'est-ce qui se passait. Ça se sentait dans les regards, ça suintait la peur. Sauf que on se souvient aussi d'Unai qui demande à ses joueurs de remonter pendant que Silva ordonne à ses coéquipiers de redescendre. Donc il s'est pas... C'est un match qui est extrêmement avec l'arbitrage qui était bizarre. Kurzawa qui marque contre son camp. C'était pour moi c'est un match qui était qui a oublié. Par contre, ce que dit Emery aussi, c'est je vais te dire quelque chose. Il faut être là sur le terrain, ce que le joueur sent. Mais il dit la vérité, c'est que Barcelone n'a même pas été si fort ce jour-là. Ça, il le dit. Il dit c'est nous.
Il parle pas de l'arbitrage, il parle pas du niveau de Barcelone. Il dit c'est nous, c'est vraiment nous. Quand Cavani marque le but, le match il est terminé. On le relance tout seul. Et d'ailleurs, Unai le relance en faisant rentrer Aurier à la place de Draxler, le seul qui tenait le ballon. Tu sais, tu parles de ce que tu as vu avec Verratti, ou de ce que tu avais vu dès la première passe aux 40 mètres. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à ce match, c'est moi assis par terre dans un bar, à la tête entre les mains, ne comprenant pas ce qui se passe, quoi. C'est un match qui... Voilà. Mais ce qu'Emery dit d'intéressant, je sais pas si on a lu cette partie, c'est que le 6-1 c'est une expérience négative. Si c'est là, c'est ce que j'allais dire, c'est par rapport à la question sur City, donc ça rejoint les sentiments et l'expérience négative, et il dit, est-ce que j'ai profité du 4-0 contre Barcelone? Oui. Le 6-1, non, parce que ça a été une raclée, mais je l'ai vécu. Ces sentiments, ces émotions, même si elles sont négatives, il faut les vivre. Tout le monde n'a pas la chance de passer par des trucs pareils. Ce moment terrible, ce qu'on ressent, nous on l'a vécu. Tu peux pas dire ça après. Mais si, ce qu'il est en train de dire quand il dit ça, attends Olivier, parce que faut lire avec le reste de l'interview, mais faut vraiment que tu, je pense qu'il faut vraiment que tu la lises. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Mince, j'ai perdu mon fil. Ce qu'il est en train de dire quand il dit ça, c'est que il faut vivre ce genre de choses pour comprendre ce qui était déréglé chez toi, pour que ça puisse se produire, pour que justement ça puisse plus se produire. Ce qu'on essaye de dire depuis tout à l'heure, c'est que ce 600, c'est bien sûr que la responsabilité du coach est engagée, bien sûr que la responsabilité des joueurs est engagée, bien sûr que la responsabilité de la presse est engagée, bien sûr que la responsabilité des dirigeants est engagée. C'est un espèce de marasme où des étoiles se sont alignées d'une manière complètement foireuse qui a fait un match d'anthologie dans le mauvais sens du terme. C'est à part. Et ce que Emery dit dans cette interview, c'est que oui, ce match, nous, toi Jimmy, tu le disais tout à l'heure, moi ce match je veux juste l'oublier. Et nous, en tant que supporters, on veut juste l'oublier parce que c'était affreux. C'était vraiment terrible. Mais ce que lui, il va dire, c'est que justement, il faut avoir vécu ça. Il faut l'avoir vécu en son sein pour savoir, pour comprendre à quel point on était fucked up à ce moment-là, et comment ne plus être fucked up de cette manière. Et il en parle beaucoup de ce match dans la reconstruction du club, c'est à montrer les défauts, et ça lui a permis aussi d'imposer les changements qu'il fallait. Mais quand il demande des changements, et là on rejoint ce que disait Olivier tout à l'heure, il demandait son choix, le choix le plus important pour lui, c'était un milieu. Oui, mais il parle plus d'un état d'esprit, de l'institution. C'est bien, mais je pense qu'on a compris ce que vous voulez dire. Je pense qu'on va devoir clôturer ce podcast. Est-ce que Basto, t'as une autre phrase qui est alléchante et que tu dois nous lâcher? Non, on a lu le principal, mais toute l'interview est alléchante de toute façon. Donc là, j'ai lu quoi, un sixième du truc. Donc tu conseilles vraiment aux auditeurs d'aller acheter ce SoFoot. Ça coûte 4,50€. Au-delà de cet article, il y a d'autres articles qui sont bons, donc oui. Ok. Bon, eh bien, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Je pense que c'était un podcast qui a duré un peu plus de temps, mais qui était vraiment passionnant. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir, notamment Olivier, très bon invité. Merci pour tout ce que tu as pu nous dire. J'espère que tu seras là pour éventuellement un nouveau podcast, si ça te plaît. Avec plaisir. Non, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi, et je reviendrai avec grand plaisir. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Bon, du coup, je veux remercier tous les auditeurs qui sont arrivés jusqu'au bout de ce podcast. Et nos 20 abonnés à notre chaîne YouTube. Merci Basto. Merci à toi, merci à vous. Merci Dryas. Merci Jimmy pour avoir encore une fois organisé ce podcast d'une main de maître. Merci à toi et merci Olivier d'avoir... Olivier, c'est notre Neymar, c'était la touche fabuleuse à notre podcast. C'est ça, merci d'avoir fait le plaisir d'être avec nous. Un grand plaisir. Je vous remercie et à bientôt la semaine prochaine, Inch'Allah, comme on dit chez toi Olivier, pour un nouveau podcast. Ciao tout le monde. Salut.